Emmanuel, nous sommes les symboles parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez. Surtout, bonne fête de l'indépendance à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays, héritage que Dieu nous a donné au travers de nos ancêtres. En tout cas, encore une fois, très bonne fête. Chez moi, je suis en train de fêter ça doublement parce que mon fils, l'unique fils que j'ai, est né le 30 juin 2004. Aujourd'hui, il a totalisé 16 ans. Je suis vraiment dans la joie euh, à l'occasion de cet anniversaire. Alors, très rapidement, nous allons parler de l'actualité politique dans notre pays. Je sais que nous sommes déjà nombreux, plus de 10 personnes. J'aimerais vous saluer tous et prenez que chacun de vous prenne cette salutation de manière personnelle, individuelle. Je vous aime bien. Sans vous, j'aurais déjà arrêté, mais il y a des gens qui m'encouragent. Et ici, c'est l'occasion de le dire. Euh, J'avais lancé un petit appel pour que les gens puissent contribuer tant soit peu, afin que nous puissions avoir, nous procurer de nouvelles machines. Eh bien, la réaction, je dois dire, elle est en tout cas positive jusque-là, c'est encourageant. Euh,
il y a des gens, je ne peux pas citer des noms, mais la surprise, la grande surprise est venue du Congo. Hein. C'est quelqu'un au Congo, parce que je n'ai pas encore la permission pour citer son nom, il m'a donné j'allais dire, plus que le double de ce que deux frères m'ont donné, l'un en Europe, l'autre aux États-Unis. Je dois dire, pour moi, je dis cela, non pas pour minimiser ce que les autres ont fait, mais je dis que à travers cela, je vois qu'il y a encore l'amour pour notre pays. Si les gens peuvent contribuer comme ça, envoyer quelque chose à un monsieur anglo-congo qui n'ont jamais vu, hein, de leurs propres yeux, tout simplement parce que nous parlons du Congo, nous prions pour le Congo, nous encourageons les gens, nous faisons les analyses. Oh, ça veut dire que ce pays-là a de l'avenir. En dépit de ce que nous connaissons comme des difficultés, aussi longtemps qu'il y aura des gens qui sont déterminés, eh ben, il y aura de l'espoir. Et pour ceux qui ont donné, vous, vous représentez, vous êtes un signe, un symbole de cet espoir. Je sais que nombreux auraient bien voulu donner, mais les temps sont très difficiles. Je comprends, avec le coronavirus qui a paralysé l'économie à travers le monde, alors que les gens viennent nous donner faire un tel sacrifice, ça me va tout droit au cœur, ça m'encourage. Bon, je sais que je ne suis pas très régulier ces jours-ci. À chaque petit événement, les gens veulent que je puisse faire une analyse. Non, en tout cas, je suis désolé. Vous le savez d'ailleurs, pour ceux qui sont habitués, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Nous, c'est vrai qu'il y a des événements qui méritent une analyse, mais il y en a d'autres qui ne méritent pas vraiment une analyse. C'est peut-être une agitation, c'est un petit incident. Donc, ça ne vaut pas une analyse. Ça peut être à la une, mais ça ne pèse pas vraiment, hein, quand on fait l'analyse. Donc, on se rend compte que, bon, ce n'est pas un événement majeur, c'est juste peut-être des caprices des politiciens, hein, c'est peut-être de la communication tout simplement, des gens qui cherchent une certaine visibilité, des gens qui font monter des enchères. Alors, et puis ça prend de l'ampleur au niveau des réseaux sociaux, mais quand on regarde en fait, ce ne sont pas des actes politiques de haute portée. Hein. Mais je peux vous garantir qu'il ne peut pas se passer une semaine sans que nous ayons fait une analyse. Cela est arrivé dans le passé, oui, nous étions dans des conditions un peu compliquées, difficiles, et puis nous n'étions pas sur place. Mais tant que je suis là où je suis, je continuerai à faire l'analyse. Et depuis un certain temps, il y a un frère, un compatriote congolais, Blaise Mukenge, qui est basé aux États-Unis, qui me prend en direct, il me pose des questions. Bon, il arrive des fois quand il me pose des questions, je réponds et je me dis, bon, pourquoi je viendrai encore faire l'analyse sur Anglo-Congo. Mais, qu'à cela ne tienne, Anglo-Congo est là. Alors, Benechim, bonne fête, merci beaucoup. Opling Sendoula, euh, je vais vous envoyer les coordonnées inbox. Euh, euh, non, je ne suis pas au courant. Même Bouyamba qui me dit, paraît-il, il y a un déploiement impressionnant au quartier Beauvant et certains endroits au site sensible. L'on parle même d'une tentative de coup d'État. En es-tu informé? Qu'en penses-tu? En tout cas, je ne suis pas informé. Situez-moi encore. Le Beauvant, ça me dit quelque chose. Situez-moi encore ça. Beauvant à Kinshasa, c'est où? Mais j'ai déjà été là. Beauvant, Beauvant. Voilà. Mais pendant que je te parle là, Aimé Mbouyamba, donc je reçois des messages de quelqu'un qui est vraiment hautement branché au pays. Je peux te dire qu'il n'y a rien. Hein? À moins que lui aussi ne soit pas informé, malheureusement, je ne peux pas l'appeler pendant que je suis en direct. Mais s'il y avait quelque chose, il allait directement me dire, parce que là, je regarde mon téléphone. Non, en tout cas, il n'y a absolument rien. Tentative de coup d'État, je ne sais pas, mais peut-être jusqu'à la fin de cette émission, nous saurons à quoi ça retourne.
Euh, voilà. Nouveau quartier derrière les stades des Martyrs. Ok, oui, je vois. Ok, oui, je vois. J'ai déjà été là. Maintenant, je me vois. Je vois, j'ai déjà été là. Il y a une salle où enfin, une parcelle où on expose des corps. Les gens viennent se recueillir. J'ai été là, oui. Bon vent, oui, je vois. Ok. Merci beaucoup à John Lusanga. Bonne fête de l'indépendance du Congo. Jéric Kapambou. Je prends comme ça à tout hasard. Hein. Ça n'a rien à voir. Bonne fête à tout le monde. Oui, c'est près de la RTNC, vous avez raison. Vous avez raison. Je me souviens, un officier, je m'étais rendu à un deuil d'un officier là-bas. C'est ça, bon vent, oui. Alors, Joe Pedro, Ngeleka Joe Pedro. Oh, waouh, ça sonne portugais. Comment? Allez, il y a quelqu'un qui m'a écrit à partir de Sao Paulo. Je crois que c'est au Brésil, si je ne me trompe pas. Et là-bas, c'est le matin, oui, c'est le matin, semble-t-il. Ça me fait du bien. Bonjour à mon frère Poté Baouli Bofunda. Bonjour à Nestor Mafuta. Bonjour à Mujangi Ado Cordon, El Kadé. Bonjour à tout le monde. Alors, parlons-en un peu. La fête de l'indépendance. 60 ans depuis que notre pays a accédé à la souveraineté euh, international. Donc, nous sommes devenus indépendants le 30 juin 1960 et il faut dire que les indigènes, donc les Congolais, ont payé un lourd tribut pour que nous puissions arriver à devenir indépendants. Euh, et finalement, l'histoire a voulu que cela se fasse pendant la génération de Lumumba, des Kassavubu, des Kalonji, des Bolikango, hein, de Kamitatu, hein, Kamitatu Cléophas Massamba, je parle de Kamitatu, pas Olivier, de Kachamura, hein, de tous ces gens qui étaient à la table ronde, y compris même hein, de Mobutu, qui se voit que ce n'était pas une figure de premier plan, mais il avait accompagné ces grands leaders politiciens congolais à la table ronde. Ils sont nombreux, je ne saurais pas citer tous les noms ici. Et ces gens-là euh, sont allés négocier notre indépendance. Ce n'était pas facile. Ils avaient les bagages intellectuels qu'ils avaient à l'époque. Il ne faut pas les minimiser. C'était des gens, c'est vrai pour la plupart, en tout cas, il n'y en avait pas ceux qui avaient fait à ce moment-là qui avaient terminé l'université. Euh, mais c'est des gens qui étaient très bien cultivés, qui étaient informés, avec bien sûr toutes les limites qu'ils pouvaient aussi avoir sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je vais oser de parler de l'indépendance du Congo, un peu d'un aspect, euh, donner une autre perception des choses. C'est vrai que nous célébrons tous nos leaders-là qui avaient fait preuve d'unité, mais il faut dire qu'ils avaient très peu de connaissances concernant les relations internationales et même la diplomatie. Parce c'est une chose d'être un leader politique, ça n'est une autre de, que d'être un diplomate, de se comporter en diplomate, de traiter avec une puissance étrangère. Quand nous sommes devenus indépendants, il y avait un ordre mondial. Hein, nous sommes devenus indépendants en 1960, donc des années 15 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, les mondes, il y avait un ordre mondial qui était en place. On avait deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et ça, c'est le contexte international
qui étaient là quand la RDC est devenue indépendante. Est-ce que les acteurs politiques congolais avaient intégré dans leur calcul politique pour obtenir l'indépendance cette réalité? Et s'ils avaient intégré cela, c'était jusqu'à quel niveau? La puissance coloniale du Congo, c'était bien sûr la Belgique. La Belgique qui faisait partie de l'OTAN. La Belgique, c'est un petit pays de l'Europe qui a ses réalités. C'est un pays culturellement, il est divisé, pour ne pas dire balkanisé. Vous avez les Flamands et les Wallons. Le Congo était trop gros pour la Belgique, trop gros. Quand il y a eu la conférence de Berlin, quand vous lisez aujourd'hui les écrits, les témoignages sur la conférence de Berlin, vous allez comprendre que le plus grand enjeu à la conférence de Berlin, c'était les Congos. Cette terre, qu'aujourd'hui nous appelons la RDC, et parce que toutes les puissances voulaient avoir la même mise sur la RDC, il a fallu donc trouver un consensus, parvenir à un consensus. C'est comme ça que la Belgique, qui est un petit royaume, on va lui confier la RDC pour question de faire la paix entre ces grandes puissances qui étaient là à Berlin. Les États-Unis étaient présents. L'Union soviétique était présente. Beaucoup de pays que nous ne mentionnons pas souvent étaient aussi présents à cette conférence-là parce que ça concernait beaucoup de pays. Alors, nous devenons indépendants. Les acteurs politiques, Lumumba, Kasavubu, Kamitatu, Kalonji, se sont rendus, je cite quelques-uns là, à la conférence en Belgique pour aller négocier. Le Belge n'était pas prêt à nous donner l'indépendance totale en 1960. Après moult négociations, et suite à la détermination des Congolais qui ne voulaient pas être à la traîne, ou bien être en retard par rapport aux autres pays de l'Afrique, ils ont décidé que 1960, c'était l'année où nous devions avoir l'indépendance. Et la date a été fixée 30 juin qui est devenu célèbre. Nos leaders qui s'étaient rendus là-bas, tous n'appartenaient pas au même mouvement politique. Et cela a été une occasion pour la puissance coloniale qui nous connaissait, parce que les Belges, ils nous connaissent, ils connaissent nos structures sociologiques traditionnelles, ils connaissent nos cultures, nos mentalités. Alors, le Belge était conscient que la RDC, donc la nation congolaise, était une nation culturellement diverse et variée. Mais il savait aussi que sur le plan politique, nous n'étions pas réellement unis. Le seul moment où nous avons manifesté l'unité, pas le seul moment, en fait, à l'occasion de la négociation pour obtenir l'indépendance, nos leaders s'étaient unis pour parler un seul langage. Sagesse africaine oblige. Mais aussitôt que la conférence était finie, chaque leader a commencé à faire la politique de manière autonome au pays et a commencé à prendre des contacts aussi à l'extérieur de manière autonome. 1960 arrive,
le roi Baudouin, il était encore très jeune, est invité pour venir prendre part à cette cérémonie historique et pour proclamer l'indépendance de la République du Congo. À cette cérémonie, tous les dignitaires sont là. À l'époque, c'était la radio qui était le média le plus dominant. J'ai rencontré un Américain, un Nord-Américain d'origine guyanaise, donc de la Guyane anglaise, qui est juste à côté du Brésil, qui m'a dit, qui est allé à l'école des armes avec le général Obasanjo, l'ancien président euh, nigérian, il m'a dit, tu ne peux pas croire, nous étions au courant de ces grands événements de l'indépendance de votre pays. J'ai dit, ah bon, même vous là-bas en Guyane anglaise? Il dit, oui. Alors, les protocoles avaient prévu des discours. Excusez-moi. Celui du président de la République, Mbutamutu Kasavubu, qui était un homme très fin, qui était un homme qui avait le moule des catholiques, hein, et comme aussi un bon né Congo, c'était un homme, comme qui dirait, déjà apte sur le plan diplomatique. Donc un homme qui pouvait savoir ce qu'il peut dire, à quel moment et comment le dire. Il était bien poli d'abord par sa culture, il faut le reconnaître. Hein, et à cela, il faut ajouter le fait que sa formation hein, dans les grands séminaires l'avait encore rendu plus diplomate, plus fin. Et nous avions aussi un Premier ministre, Emery Patrice Lumumba, un bosseur, un homme qui savait soulever les foules, qui avait l'art oratoire, mais aussi, il faut le dire, qui était un nationaliste proclamé ouvert. Tout le monde était nationaliste, sinon on ne revendiquerait pas l'indépendance du Congo. Même ceux qui avaient commencé dans des mouvements à caractère tribal, ils avaient fini par comprendre que c'est le Congo qui valait plus par rapport à leur tribu, si je fais allusion à la Bako. Alors, le Premier ministre, qu'est-ce que j'ai dit? Le roi belge dans son discours, il ne pouvait que vanter l'action de la colonisation à ce moment-là. Et je suis en train de faire cette analyse pendant que l'actuel roi belge vient de présenter ses regrets. Il a écrit une lettre officielle aux autorités congolaises, au peuple congolais, pour regretter les crimes commis en RDC. Mais mettons les choses dans leur contexte. La colonisation n'a jamais été une partie des plaisirs à travers le monde. Jamais. Sinon, les Américains n'auraient pas demandé n'auraient pas demandé de se débarrasser de la tutelle britannique. Partout dans le monde, la colonisation s'était fait accompagner des crimes. Mais il est vrai que chez nous, les degrés de crimes étaient beaucoup très élevés. Un, à cause de la faiblesse économique de la Belgique. Deux, les dettes contractées par les rois belges auprès des banques en Allemagne. Et il fallait donc faire travailler les indigènes congolais pour payer cette dette. Et suite à cela, on avait commis beaucoup de crimes, surtout quand on a inventé la roue à caoutchouc. Vous prenez une partie des Bandundu
l'Équateur jusque vers les Hauts-Zaïre, eh ben, c'était des crimes horribles. J'ai rencontré un homme il y a 3 semaines. euh, il me dit que son père était exempté de ses travaux. Pourquoi? Parce que son grand-père euh, avait pris son père et son oncle. Ils étaient partis extraire des caoutchoucs. Ils en avaient tellement extrait que le colon belge juif qui était dans ce coin-là, c'était vers l'Issala, chez les Ngombe. Ce colon-là avait exempté son grand-père. Il a appelé tout le monde. Il a dit, bon voilà, ce monsieur ne va, pour tous les restes de sa vie, lui ne fera plus ses travaux forcés. Donc c'était un privilège. Pourquoi? Parce que compte tenu de la quantité de caoutchouc qu'il avait extrait, alors que lui et ses enfants étaient restés dans la forêt pendant 2 semaines. Il y a eu des crimes terribles, terribles, terribles. Et il y a encore des séquelles jusqu'aujourd'hui à l'Équateur. Il y a encore des séquelles. Même sur le plan psychologique. À l'époque de Mobutu, on voulait ériger un grand monument hein, en mémoire de ces gens qui avaient subi la cruauté la plus abjecte, la plus inhumaine des rois des Belges. Alors, au moment de l'indépendance, les souvenirs douloureux étaient encore frais. Mais le monde moderne, je voudrais dire le monde, était déjà là. Le roi Baudouin est venu, il y avait un programme, il a fait son discours, et là où Lumumba était, il n'a pas pu supporter les propos du roi Baudouin. Et il n'a pas pu supporter aussi les silences de Mbutamutu Kassavubu sur les crimes commis par les Belges. Lumumba cherchait que l'on écrive l'histoire sur place, ce qui est bien. Mais sur le plan diplomatique, c'était une faute grave, je reprends encore. Sur le plan patriotique, c'était une très bonne chose. Mais parce que nous étions déjà indépendants, entre guillemets, parce que nous avions déjà obtenu l'indépendance politique, est-ce que c'était le moment indiqué pour faire un tel discours? Aujourd'hui, avec le recul des temps et avec beaucoup de respect pour ces grands héros, nous pouvons dire que c'était une maladresse que de tenir un tel discours en ce moment-là. Mais nous saluons son courage, hein, la lutte qu'il a menée. Ça, nous saluons. C'est quand il a fait ce discours qui avait, entre guillemets, humilié les rois belges, mais qui avait un discours qui ne reflétait que la vérité. C'est comme ça que les Belges, ne pouvant pas supporter une telle humiliation, avaient estimé que Lumumba devrait être éliminé. Et les Belges vont tout faire, influençant les Américains qui n'étaient pas chauds de voir Lumumba quitter la scène politique. Les Belges, usant de leur influence en tant que puissance coloniale, avaient tout fait pour que Lumumba soit éliminé en utilisant même ses compatriotes congolais. Et ce qui fut fait, finalement, ces grands citoyens congolais, grands leaders, Emery Patrice Lumumba va mourir entre les mains de ses propres frères. Vous connaissez comment il est mort au Katanga.
il a été expédié là-bas par les pouvoirs de Kinshasa. Hein, il a été arrêté. Euh, donc, c'est un événement très malheureux. C'était aussi par manque de maturité, il faut le dire, c'est de l'histoire, de nos hommes politiques. Autant de Lumumba que de ceux qui étaient manipulés pour finalement les tuer. Très vite, Lumumba est tué, accusé des communistes. Il ne l'était pas vraiment, même si son discours était un discours anti-impérialiste, mais ce n'était pas à fond un communiste. Aujourd'hui, j'ai des documents qui prouvent qu'il avait eu des contacts au plus haut niveau de l'Union soviétique. Il y a des documents qu'on a libérés, des correspondances entre lui et le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. C'est vrai, mais ce n'était pas suffisant pour qu'il soit qualifié de communiste parce qu'on lui faisait la cour. Et lui, malheureusement, n'avait pas eu la prudence de donner des signaux forts à ces Occidentaux qui avaient un avantage dans notre pays par rapport aux pays du bloc soviétique. Attendez, ma batterie là va me poser un problème. Allez, come on. Mais c'est de l'histoire, nous devons apprendre. Quand nous avons à choisir, je dis bien quand nous avons à choisir entre deux ou trois puissances, nous devons savoir comment les faire parce que le choix que nous faisons peut être porte-bonheur ou porte-malheur. Ça dépend de comment nous procédons à faire ce choix-là. Dans le discours du chef de l'État, il a élevé au rang des héros Boutamoutou Kassavubu. Je vois des gens sur la toile en train de critiquer, d'autres sont en train de saluer cet acte. J'ai dit que Boutamoutou Kassavubu, c'est un héros. Il a joué un rôle important, très important même pour l'indépendance de notre pays. N'oubliez pas, avant que Lumumba ne vienne à Kinshasa, c'est Boutamoutou Kassavubu qui avait soulevé pratiquement des gens contre la puissance coloniale. Il n'était pas seul. Il y avait d'autres gens à côté de lui. J'ai un ami dont le père était collaborateur de Kassavubu qui m'a envoyé des photos inédites. Aujourd'hui, il m'a envoyé, j'ai publié une. Mais l'histoire lui reconnaîtra le courage, la sagesse. Hein. L'histoire lui reconnaîtra que c'était un homme qui s'était insurgé contre le pouvoir colonial dans la capitale. C'est très important, c'est très symbolique. Et finalement, Lumumba viendra aussi à Kinshasa et il va aussi mener la lutte contre le pouvoir colonial. Ils sont nombreux, j'ai cité beaucoup de noms. Le chef de l'État, je pense qu'il a fait quelque chose de très bien. De reconnaître, de déclarer héros national Boutamoutou Kassavubu. Peut-être, dans l'avenir, il y aura d'autres gens qui seront aussi déclarés des héros. Les historiens, c'est à eux d'étudier, de nous dire qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du pays, dans le sens de la libération du peuple congolais, de l'épanouissement du peuple congolais, qui a fait rayonner
à l'image du pays à travers le monde, ça revient aux historiens et aux autres analystes de nous dire qui sont ces gens-là pour que la nation puisse leur donner une place d'honneur dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs actifs, d'acteurs politiques, qui étaient là en 1960 et qui sont encore là. Très peu. 60 ans, ce n'est pas beaucoup, parce que nous avons des gens euh, qui étaient nés pendant la colonisation, qui sont encore en vie. J'ai quelqu'un qui a assisté au meeting de Lumumba à Kolé. Il m'a toujours raconté ça. Il dit il devait avoir entre 8 ans, 9 ans, mais il se souvient que Lumumba avait tenu un meeting non loin de chez eux et qu'il était venu libérer Kaloji Ditunga qui était arrêté et il avait tenu un grand meeting à Kolé. Donc, on a encore des témoins de ces passés coloniales et c'est l'occasion que les gens puissent réunir le plus d'éléments possible. Parce qu'une fois que ces gens-là ne sont plus là, il ne faut pas qu'il y ait une obscurité. Le président de la République a fait ce discours qui ne s'est pas seulement adressé au peuple congolais en leur parlant du passé, mais il a aussi parlé du présent, de l'actualité politique, bien sûr sans citer les noms des gens. Il a réaffirmé son engagement dans la lutte contre la corruption. Il a réaffirmé son engagement pour la promotion de l'état de droit et il a dit une phrase qu'il va s'opposer à toute réforme qui viendrait miner l'état de droit parce qu'on a payé cher pour qu'on arrive à cette liberté qu'on est en train de vivre. On oublie très vite, très vite. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chaînes, de télévisions, des radios. Aujourd'hui, les gens peuvent parler, critiquer les chefs de l'État. Il faut reconnaître déjà, à l'époque de Kabila, cela se faisait. Cela avait commencé à la fin de la dictature de l'ère Mobutu. Mais il y a des gens qui ont payé de leur vie. Tout simplement parce qu'ils voulaient avoir cette liberté d'expression pour que nous ayons le pluralisme politique dans notre pays. J'ai dit bien, il y a des gens qui ont payé de leur vie. Donc ce n'est pas quelque chose, comme l'a dit le chef de l'État, que des individus pour leurs petits intérêts viennent remettre ça en cause, ça sera du recul. Donc il faisait donc allusion à la loi proposée par Minaku et l'autre député. Les débats continuent autour de cette loi. Il y en a qui pensent, en tout cas la majorité pense, beaucoup de gens pensent que c'est une loi qui vient tuer l'indépendance des magistrats. Mais laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance des magistrats. J'aimerais rappeler aux gens que quand on avait publié les gouvernements, l'actuel gouvernement, et tous nous allons nous souvenir, beaucoup de gens avaient estimé que le président de la République avait commis une erreur très grave en donnant le poste du ministère de la Justice à un cadre du FCC, en particulier du PPRD.
En tout cas, si vous rentrez, vous fouillez dans les articles et entrez à la publication du gouvernement, et vous allez voir aussi dans vos murs, dans le WhatsApp, les commentaires des gens, les gens avaient estimé que c'était une erreur très grave. C'est comme s'il avait hypothéqué l'indépendance de la justice. Mais au regard de ce que nous voyons aujourd'hui, et de la loi, de la Constitution et de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, on se rend compte que le ministère de la Justice n'était pas l'élément, la substance même du système judiciaire dans notre pays. Ce n'était qu'une coquille. Et sur ce point-là, je dois dire que les négociateurs de cash, s'ils l'avaient fait à dessein, ils avaient bien vu. Parce que la réjouissance des gens du FCC qu'ils ont le ministère de la Justice pour les protéger est très courte. Si réellement le ministre de la Justice avait tout le pouvoir de les protéger contre des poursuites, mais pourquoi aujourd'hui veut-on proposer une loi au Parlement pour renforcer les pouvoirs du ministre de la Justice et réduire ainsi l'indépendance des juges et des magistrats? Là, je vous dis encore que le FCC est politiquement très obèse, inapte, sans le moyen de force pour contraindre les gens à faire leur volonté. Ils sont politiquement maladroits et l'avenir va les prouver. Ces gens-là n'ont pas eu vraiment le temps de beaucoup réfléchir, de faire la politique comme il se doit, parce qu'ils avaient l'épée. Comment ils n'ont pas pu voir que avoir le ministère de la Justice n'était pas suffisant pour les protéger contre des éventuelles poursuites? Ils ont encore ces ministères. Mais pourquoi ils se plaignent? C'est le cas de rappeler ici comme l'affaire de l'ONATRA, où le président du conseil d'administration, les gens ont été choqués. Oui, sur le plan des symboliques, ça fait mal. Mais il faut aller au-delà, il faut chercher à pénétrer, à voir quel est le pouvoir de ces gens-là. Malheureusement, dans la plupart des cas, nous nous regardons, comme on dit à Lingala, paoni, eloko eza kongenga, mais on dit à Lingala, misomi kongenga, ezali paonité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, le pays a bougé tout simplement parce que le ministre de la Justice veut avoir plus de pouvoir. Ils se sont rendus compte que avec ces ministres-là, ils ne peuvent pas être protégés. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Moi, j'ai dit qu'ils gardent toujours ce ministère de la Justice, mais que les lois-là ne passent pas. Bon, elles pourront passer parce qu'ils ont la majorité. Mais je pense que, d'abord parce qu'il faut qu'ils sauvent la face, mais ces lois seront rejetées si on les présente telles quelles au niveau de la Cour constitutionnelle, parce qu'elles sont anticonstitutionnelles. À moins que même puisse amender cette loi-là
jusqu'à enlever ce qui en fait la substance et la rendre constitutionnelle et la rendre de nature à renforcer le pouvoir, l'indépendance du magistrat et des juges, à ce moment-là, ça pourrait passer. Mais on se posera la question pourquoi avoir proposé une telle loi. Que ces gens-là gardent. Et même si on veut garder, si c'est les fameux Kassende Tunda, qu'on les garde, mais que le syndicat des magistrats, le chef de l'État, comme il a dit, et la Cour constitutionnelle puissent tout faire, et la population, bien sûr, parce qu'elle avait réagi, puisse tout faire que cette loi-là n'en devienne pas une, parce que jusque-là, c'est une proposition de loi, ce n'est pas encore une loi. Le petit incident qui s'est passé au Conseil des ministres, si c'est petit ou grand, mais moi j'appelle ça comme ça, euh, nous avons fouiné, pour emprunter l'expression qui est en vogue, eh bien, on nous a donné les récits. Nous avons une fuite, quelqu'un qui a... C'est notre travail, nous savons que les décisions, les discussions au niveau du Conseil des ministres sont censées rester secrètes, mais croyez-moi, il y a eu fuite, et nous avons eu une source très crédible qui était présente, qui nous a dit les chefs de l'État étaient au courant. Et comme nous l'avions dit dans notre analyse, et il avait posé la mission à M. Tunda 3 fois, lui posant tout simplement, calmement la question s'il avait donné l'avis du gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale concernant la loi. Comme on dit à Lingala, Motona Liaki Monoko, il a balbutié la première, la troisième fois et le chef s'est fâché. Et il a quitté la salle parce qu'il avait une autre communication. Et après lui, c'était des invectives entre les ministres des Cash et des FCC. Mais nous devons reconnaître que les ministres des FCC sont à plaindre parce qu'ils sont sous une pression telle que de leur état-major, des caciques du FCC, il y en a qui ont la volonté de travailler dans le sens de la vision du chef de l'État, mais ils ont l'épée juste en face d'eux. Pas au-dessus de la tête, mais en face d'eux. Et c'est ça leur difficulté. Monsieur Kouete, qui est ministre du portefeuille, pour prendre encore cette illustration-là, j'avais écrit que j'avais dit que si aujourd'hui il ne s'exécute pas, je ne parle pas d'aujourd'hui, donc de ce jour-là, parce qu'on le directeur du cabinet du chef de l'État lui avait écrit la lettre lui demandant, lui donnant l'instruction de notifier des mandataires. Et nous avons eu l'information, on nous avait dit, voilà, c'était le dernier jour, et le monsieur Kouete dans son cabinet, lui et son cabinet cherchaient, voulaient savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Après avoir consulté les caciques, du FCC, y compris M. Bochab, qui est son parent, on lui avait dit non, il ne faut pas s'exécuter. Mais en dernière minute, il a compris, il y a quelqu'un qui lui a dit, écoute, il y a de la jurisprudence en cette matière, si on peut appeler comme ça. Il vous souviendra quand M. Jean-Pierre Mbemba était vice-président, pendant la transition 1+4, il y avait un monsieur Roger Nimi, paix à son nom parce qu'il n'est plus là, qui avait tenu des propos désobligeants à l'endroit de M. Joseph Kabila, qui était le président de la transition, et M. Kabila et sa famille politique avaient demandé que le monsieur soit révoqué. Mbemba n'était pas d'accord. Il a résisté, finalement, Thabo Mbeki était venu, et, en définitive, M. Roger Nimi avait quitté le gouvernement. On lui a dit à M. Kouete, si vous ne vous exécutez pas, le chef de l'État va vous révoquer. Et s'il vous révoque, ça va créer une crise,
Mais croyez-moi, la coalition ne mourra pas à cause de vous. On finira par trouver quelqu'un. Et surtout que dans les FCC, ceux qui ne sont pas dans le gouvernement cherchent à entrer dans le gouvernement. Donc, les candidats ne manquent pas. C'est comme ça que les gars ont compris et il s'est exécuté et les choses ont bien marché pour lui. Parce qu'en fait, il y a des cercles de pression. Il y a Kabila lui-même, mais il y a aussi ces caciques qui sont autour de lui qui sont en train de coloniser les ministres FCC qui sont dans le gouvernement. Il y en a qui veulent rentrer dans le gouvernement. Donc, le gouvernement est en train de souffrir de ces malaises-là. Et M. Tunda Kassende, qui avait été interpellé, et qui, je vous dis, d'après des sources très crédibles, ce n'est pas fini, il va répondre, prenez ça de moi, s'était retrouvé dans cette situation-là. Lui, malheureusement, il a cédé. Parce que quand vous avez Minaku sur votre dos, quand vous avez Moulania, et surtout, parce que dans cette affaire, la pression est beaucoup plus venue des Minaku, d'après nos informations, et des Chadari. Minaku et Chadari, lequel Chadari est en conflit, hein, non ouvert, mais un conflit réel contre qui Moulania. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous allons aborder ça de leur lutte d'influence autour de leur celui qui semble être à l'air d'être un gourou, hein, de Yemei, comme maintenant ils disent, de l'autorité morale Yemei. Nous en parlerons un autre jour. Alors, Monsieur Tunda est au centre du scandale. C'est par lui que ça arrive. Et ça met en évidence les malaises au sein de la coalition. Et il y a eu l'agitation du côté des FCC. Ils ont parlé de la cohabitation. Après, ils vont aller dans des conciliabules. Et en toute froideur, ils se rendent compte que, bon, la cohabitation, ça serait trop peu osé de leur part. Ça peut conduire le chef de l'État à dissoudre l'Assemblée nationale. Chose qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas sûrs s'il y a des élections anticipées qui vont récupérer leur siège au niveau du Parlement. Alors, on assiste à tout cela. Et voilà arrive M. Tubor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain, qui fait un discours. Je vous épargne des déclarations de M. l'ambassadeur des États-Unis, qui fait un discours qui dit clairement qu'ils sont en train de soutenir la politique du chef de l'État concernant la lutte contre la corruption et aussi la politique du chef de l'État de la promotion de l'indépendance de la justice. C'est un signal très fort à l'occasion des indépendances des pays. C'est souvent les ambassadeurs en poste dans des pays où ils sont en train de représenter les États-Unis. C'est là où ils font des déclarations, ils font des discours. Aujourd'hui, ils font des vidéos. Mais ici, c'est les sous-secrétaires d'État américains chargés de l'Afrique. C'est très clair et je vous recommande de suivre cela sur notre mur. De plus en plus, ils affichent leur soutien de manière très, très ouverte. Et il est revenu sur cette affaire de l'alternance et des élections en disant que le président de la République était démocratiquement élu. Cette histoire, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient que non, ce n'était pas le cas. Mais il y a eu une forte communication, ça il faut reconnaître, du côté de Lamuka et de son candidat.
pour faire croire que non, avec l'appui, il faut le dire, d'une partie de l'Église catholique, du clergé. Mais ils n'ont pas de preuve de ce qu'ils ont dit, ils avaient dit. Je ne vois pas les États-Unis continuer devant les évidences à affirmer que le président avait gagné les élections alors que ce n'est pas le cas. Bon, on avait parlé de ça dans le passé, nous le laissons. Ce que moi je voudrais dire, mon propos, parce que je suis en train de chuter là, mon propos c'est que notre pays, comme je l'ai toujours dit, et je ne mâche pas mes mots, avec les soutiens que nous avons de manière très ouverte des États-Unis. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis soutiennent le Congo, mais ici c'est un peu particulier. Cela s'est fait au détriment un peu même des pays occidentaux, d'autres pays occidentaux, mais aussi surtout dans les cas des contextes d'une lutte qui ne dit pas son nom entre la Chine et les États-Unis. Notre pays peut bien se positionner et tirer son épingle du jeu dans ce contexte, et surtout si le président de la République s'en tient à la politique de la lutte contre la corruption, je vous dis, c'est ça les cancers même qui rongent notre pays, notre économie. Aujourd'hui, les gens oublient, mais on disait toujours que c'est l'impunité qui tue ce pays, c'est l'impunité. Quelqu'un peut se réveiller, il détourne, qu'est-ce que je dis? Il vole des millions de dollars. Et il ne va pas en exil, hein? Il n'est pas inquiété, il est au pays. Il nargue même les gens. La politique de la lutte contre la corruption, en faisant intervenir la justice pour réprimer tous ceux qui sont en train de voler dans notre pays, je vous dis, c'est la cure qui va guérir en grande partie ce pays. Nous avons besoin d'intelligence. Jusqu'à ce que les gens comprennent que c'est normal qu'on arrête quelqu'un quand il a volé de l'argent, quand il a détourné. C'est très normal qu'on ne vienne pas avec des pitiés inutiles. Vous avez pitié de quelqu'un parce que la justice l'a sanctionné pour 20 ans en prison. Oui, ça fait mal sur le plan humain, mais combien de gens, combien d'enfants n'ont pas pu avoir des soins de qualité, des études de qualité, à cause de ces détournements? On ne se pose pas cette question-là. On voit la misère, mais cette misère-là a une cause. A une cause. Parfois, les gens parlent de la violence qu'on a vue, c'est vrai. Je regrette qu'on a détruit certains biens de certains messieurs du FCC. Mais écoutez, ça n'a rien à voir avec quand la violence, quand le FCC veut faire violence. Ça n'a rien à voir. Les gens oublient que les gens là étaient entrés dans des églises. Il y a des charniers partout au Congo. Ils n'ont jamais eu pitié. Nous pouvons bien nous indigner, nous pouvons être inquiets de ce qui est arrivé, le fait qu'il y a eu casse. Mais mettons les choses dans le contexte. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ce qu'ils appellent violence là, ce n'est pas vraiment violence. Des gens qui disent ouvertement, comme Kika a dit, hein, si le président de la République dissout l'Assemblée,
eh bien, les gens vont prendre des armes à l'intérieur du pays. Vous comprenez, pour un responsable, alors que la dissolution de l'Assemblée est prévue dans la Constitution. Donc, comme eux, ils ont une majorité, on ne peut pas oser dissoudre cette Assemblée-là. C'est malheureux. Ce discours du chef de l'État, il a été très bien dosé. Et si le chef de l'État s'en tient à ce qu'il dit, et surtout amène dans son leadership ses collaborateurs à faire des choses conformément à ses discours, il y a de quoi rêver, avoir de l'espoir. Mais il faut aussi reconnaître que la tâche est gigantesque. Le Congo est dans le gouffre, je dis bien dans le gouffre. Ça va demander beaucoup de volonté politique et beaucoup d'efforts de tout le monde, de la part de tout le monde, pas seulement d'un seul homme. C'est assez le Congo d'un seul homme. Non, un seul homme, il va se fatiguer. Qui s'appelle Tshisekedi, qui s'appelle Kabila, qui s'appelle Mobutu, il ne saura pas. Il faut un effort collectif pour qu'il y ait un changement. Je termine par là. Je ne vais pas prendre des questions et des réponses. Je m'excuse beaucoup. On doit célébrer l'anniversaire de mon fils. Mais je vais peut-être réagir plus tard, peut-être demain, quand je vais lire les commentaires. Encore une fois, bonne fête de l'indépendance. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la RDC, notre cher beau pays. Nous n'allons pas nous fatiguer de parler de ce pays. Nous allons toujours nous y intéresser parce que, d'abord, c'est plus fort que nous. Ensuite, c'est notre pays, c'est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Coup de chapeau à nos héros, Lumumba, Kasavubu, Etienne Tshisekedi. Moi, j'aimerais même qu'on aille plus loin avec le maréchal Mobutu parce qu'il faut dire que quand il a pris le pouvoir, le pays était déchiré. Il a réunifié le pays. Bon, déjà, lui est Tchombe, bien sûr. Tous ces gens qui ont joué un rôle. Ce n'est pas qu'ils étaient parfaits. En disant cela, nous voulons, c'est une façon aussi d'encourager les gens à faire du bien. Parce que les biens, ils n'ont pas manqué de le faire. Voilà, toutes les bonnes choses. I love you. Mina mipenda sana, Mungu amibariki. Umezola benu ya mingi, betamona na diaka. Benu songa mutu na diaka mbo ya njila katuka kikwit ti idiofa. Avutula mbongo abantwe. Ok, là c'était un peu de Kikongo parce que je parle aussi le Kikongo. Je suis un enfant de Mayumbu. Tomonani nambala na mikoleko ya tombeli bino feti elamu ya indépendance ya Congo. Kola pambola bino to bondela pona mboka Congo. Totikali kaka na posa misolo moke po tosomba machine na biso ya malamu tosi tomoni moko bongo nzakomba akanisela bino o mabota bino bye. Okaba. Ligo 4